Accueillir les émotions des enfants. Ça peut sembler être la chose la plus simple du monde. Et puis concrètement, on peut se confronter à des réalités qui vont être loin d'être évidentes à vivre. Par exemple, un enfant est à table et vous avez eu le malheur de mettre une assiette bleue, alors que quand même, c'était l'assiette verte dont il avait vraiment envie. Et il va se mettre en colère ou il va commencer à pleurer de manière incroyablement énergique. Et là, vous pouvez vous demander, mais quand même, ce n'est pas la fin du monde, c'est juste la couleur d'une assiette qui n'est pas bonne. Une petite d'à peu près 1 an qui refuse de se coucher sur la table allongée. Pourtant, à l'odeur, vous savez pertinemment qu'il est bien l'heure de la changer. On peut alors se demander pourquoi est-ce que c'est vraiment un drame à ce moment-là de devoir se coucher pour être changé. Un enfant de 3 ans qui va s'opposer, qui va vous dire non à tout. Dès que vous lui dites quelque chose, il va dire non. À ce moment-là, on va pouvoir penser, mais enfin, pourquoi encore un caprice ? Et puis, il y a les enfants qui sautent de joie, qui sont tout joyeux parce qu'ils ont réussi quelque chose d'extraordinaire pour eux. Sauf qu'il y a un petit frère ou d'autres enfants qui sont en train de faire leur sieste, et donc on va avoir envie de dire « Calme ta joie, fais moins de bruit ». Un enfant qui sursaute parce qu'il a entendu un bruit soudain, et on va lui dire « Mais enfin, pas de raison d'avoir si peur ». Un enfant qui tombe et se fait mal, on va frotter vite le genou en faisant « Voilà, voilà, c'est passé, tu n'as plus mal ». Bref, les sentiments, les émotions des enfants, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être évident. Et en tant qu'adulte, on va pouvoir parfois se sentir un peu perdu face à ces réactions qui, pour nous, on est face à un tout petit événement, mais là, ça va prendre des proportions qui parfois nous semblent gigantesques et vraiment disproportionnées. Pour accompagner l'enfant, on va avoir besoin de nous, en tant qu'adultes, face à l'enfant, à développer nos compétences émotionnelles et notre intelligence émotionnelle. Alors, on est naturellement compétents et en même temps, nous-mêmes, on n'a pas forcément été accompagnés pour développer, pour épanouir ces compétences-là. Et du coup, ce n'est pas toujours facile. On peut avoir l'impression, dans un contexte neutre, qu'une situation est facile à gérer, qu'on sait comment faire. Et puis concrètement, quand on est dedans, ça devient franchement une autre paire de manches. Alors, la vie avec les enfants, avant d'avoir des enfants ou d'être confronté aux enfants, on peut avoir énormément d'images de à quoi ça va ressembler. Moi, personnellement, si on me demandait j'ai envie de dire 2 ans avant d'avoir mes premiers enfants, à quoi ressemblerait ma vie familiale ? Oui, j'imaginais bien qu'il y aurait des hauts et des bas, mais j'avoue que je pensais qu'il y aurait un peu moins de bas que les premiers temps que j'ai vécus. On va par exemple imaginer ce genre de scène, avec une famille heureuse, épanouie, qui se font des câlins. Un enfant joyeux qui juste est heureux de savourer un moment sympathique en train de jouer dans un jeu passionnant. Un enfant très jeune qui dort et fait les nuits de ses parents, très vite, si possible à la sortie de la maternité. Des moments où on est juste heureux d'être ensemble et juste on a envie de profiter. Ça, c'est un peu le rêve qu'on pourrait avoir et que nous vend une certaine société, notamment les réseaux sociaux. C'est cet idéal-là. Et puis la réalité. Alors, c'est pas toujours comme ça, mais parfois on a l'impression que c'est très présent. Ces moments où le bébé pleure est complètement inconsolable. On a tout fait, on a tout essayé, mais non, il continue à pleurer. Un enfant qui va s'opposer, nous regardant droit dans les yeux en nous disant « hors de question !» Celui à qui on sert des brocolis parce que le jour avant, il nous avait dit qu'il n'y en avait pas assez, qu'il en voulait plus, il adorait, mais aujourd'hui c'est fini, il ne veut pas voir ça et il va jeter son assiette par terre. Et puis l'enfant qui va nous regarder, qui va nous dire non d'une manière ou d'une autre, on va lui donner une règle, on va lui donner une instruction et ça ne va pas se passer comme ça, il refuse. Face à tout ça, j'ai été maman et donc j'ai décidé de me former parce que je me sentais démunie. J'ai lu beaucoup de livres parce que ce que je fais quand je me pose des questions, je lis des bouquins
Et en même temps, concrètement, quand j'essayais de mettre en application ce qu'il y avait dans les livres, ça ne marchait pas. Donc j'ai continué mon parcours et je me suis formée. Je me suis formée à l'approche empathique de l'enfant, je me suis formée à la question du burn-out parental, à l'accompagnement et au diagnostic, je me suis formée à la thérapie d'acceptation et d'engagement, et après, pour la suite, on vous a présenté ce que je suis, et j'anime également des ateliers pour les parents et les professionnels. Donc d'abord, je vais vous parler un peu de l'approche empathique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va vraiment être le cœur de ce que je vais vous représenter ici. Moi, c'est vraiment le fil rouge de mon approche, c'est cet élément-là, l'approche empathique de l'enfant. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un beau mot qui peut sonner très bien, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ? La première chose, c'est qu'on va s'accorder sur l'enfant. On va essayer de se mettre à sa hauteur, de voir ce qui se passe pour lui et vraiment s'accorder à ce qui se passe pour lui. On va accueillir les émotions de l'enfant, sauf ce qu'on appelle les émotions parasites. Ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai, mais plus loin. Et puis, on va se dire qu'un comportement chez un enfant, et plus ce comportement nous est infernal à nous, plus ça veut dire qu'il y a un besoin chez l'enfant qui n'est pas rempli, et on va essayer de voir, tiens, c'est quoi ce besoin-là, et on va essayer de remplir, de répondre à ce besoin. On va donner des ressources plutôt que des limites. Donc ça, c'est un peu le menu dans les grandes lignes que je vous propose aujourd'hui. Donc on va regarder face aux émotions et aux crises, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour l'adulte et qu'est-ce qui se passe pour l'enfant ? On va regarder comment est-ce qu'on peut prévenir du coup ces situations, parce que ça c'est vraiment un des cœurs de l'approche, c'est que face aux crises, aux tempêtes émotionnelles, la première approche ce sera de prévenir une partie de ces situations plutôt que de faire le pompier, même si bien entendu parfois c'est inévitable. Comment accompagner les émotions ? Mais pour savoir comment accompagner les émotions, il faut que je vous parle d'autre chose. Il faut que je vous parle d'autres éléments. Parce que les livres sur les émotions, il y en a de plus en plus, on en parle de plein de façons différentes, et on n'emploie pas toujours les mêmes termes pour désigner les mêmes choses. Et donc, si je vous parle uniquement de comment accompagner une émotion naturelle aujourd'hui, en gros, vous allez probablement avoir des difficultés concrètement. C'est un peu la situation que rencontrent beaucoup de mes clients et que moi-même j'ai vécu en tant que jeune parent, qui est on va lire, ça va nous parler, mais il nous manque certaines clés pour pouvoir vraiment concrètement mettre ça en œuvre. Et ça, c'est ce que je propose de vous donner également aujourd'hui. Donc on va parler de c'est quoi une émotion. Et avant tout ça, on va apprendre une des choses les plus importantes, qui je crois est celle que j'aimerais bien que vous gardiez de ma conférence, si vous ne deviez garder qu'une chose, c'est que pour pouvoir accueillir les émotions de l'enfant, pour pouvoir prendre soin de l'enfant, on doit d'abord prendre soin de l'adulte qui prend soin de l'enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'adulte ? On va prendre les réactions les plus fréquentes. Pas les réactions les plus fréquentes quand on est content de nous, pas les réactions où on se dit « Ah, génial, j'ai géré, il y avait une tempête émotionnelle, mais j'étais là, j'ai accueilli. » Non, pas celle-là. On va regarder les réactions les plus fréquentes quand justement on a été en difficulté. Quand vraiment après on se dit « Bon, c'est pas terrible ça. » Alors c'est quoi ces réactions les plus fréquentes qu'on rencontre ? C'est par exemple punir. Tu as fait ça, alors tu vas au coin, ou tu es privé de dessins animés, ou ce genre de choses. On va faire la leçon. Si tu fais ça, tu as fait ça, et franchement faire ça, ça ne va vraiment pas du tout. On va ignorer le comportement ou ignorer l'enfant. On va poser un ultimatum. À 5, si tu continues, ça va barder. Attention, 4, frapper, isoler dans un coin, isoler dans sa chambre, etc., etc. Alors tout ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas des choses efficaces. Ça veut dire que peut-être que ça va marcher sur le moment même. Parfois, effectivement, le comportement s'arrête, mais il va reprendre une autre fois. Et on n'est pas forcément mieux armé pour y faire face la fois suivante. On veut que l'enfant apprenne à réguler ses émotions, mais en fait, nous-mêmes, à ce moment-là, quand on a ces attitudes-là, est-ce que nous-mêmes, on régule nos émotions ? Est-ce qu'on apprend à un enfant à réguler ses émotions quand nous-mêmes, on est complètement dépassé ?
Alors pourquoi on continue? Parce que la plupart des parents, moi que j'accompagne, ils sont bien conscients qu'en fait ces fonctionnements ne fonctionnent pas. Pourquoi est-ce qu'on continue? Il y a déjà une question de pression personnelle, parce qu'on veut que notre enfant se tienne bien, parce qu'on veut que notre enfant respecte certaines règles, etc., etc. Parce qu'on est dans un manque d'options. On ne sait pas quoi faire d'autre. Parce qu'on a un manque d'informations, on ne sait pas comment fonctionne spécifiquement le cerveau de l'enfant, et du coup, ça nous ramène au manque d'options. Parce qu'on a des habitudes. On a toujours fait comme ça. Et donc, pourquoi on changerait? Comment on changerait? Et puis, quand une habitude est ancrée, il est difficile de faire autrement dans certaines situations. Parce qu'on a la pression sociale, et notamment, ce qu'on verra, c'est le regard des autres. Le regard des professionnels qui nous entourent et qui nous voient réagir avec l'enfant. Également, le regard de notre autre conjoint. Le regard de belle-maman. Tout ça, c'est des choses qui peuvent nous mettre une pression sociale, la pression du regard, et qui peuvent rendre la gestion difficile. Nos automatismes, les stress du quotidien, etc., etc. Alors, ces réactions, en fait, dans l'écrasante majorité, en fait, c'est du stress. C'est une réaction de stress. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est sous stress? Quand on est sous stress, on va avoir dans notre cerveau l'amygdale qui va envoyer des hormones de stress. Ces hormones, elles vont désactiver la partie avant de notre cerveau et on va du coup avoir des réactions automatiques du stress, et il y en a 3. Il va y avoir l'attaque, la fuite et le figement. L'attaque, c'est quand sur l'enfant, on va crier dessus. On va arriver dans une position souvent avec les épaules tendues, les sourcils froncés. On va punir, on va taper, on va crier, on va humilier, on va envoyer au coin. La fuite, on va détourner le regard, on va regarder notre smartphone, allumer la télévision, quitter la pièce. Et le figement, c'est quand on regarde la situation, on a les bras ballants, on n'a plus d'énergie et on n'a même plus forcément les mots pour décrire ce qui se passe là maintenant. Donc, quand on réagit comme ça, on n'est pas forcément un mauvais parent, on n'est pas forcément un mauvais professionnel, on est un parent et un professionnel qui est sous stress, qui est en manque de ressources et d'informations. Quand on est face à une situation répétée de stress, pendant trop longtemps, et qu'on n'a pas assez de ressources pour compenser ces stress, eh bien, on est en risque de burn-out parental et burn-out professionnel. Donc, dans cette partie préfrontale, pourtant, c'est intéressant dans ces situations. Parce que dedans, il y a l'empathie, la maîtrise de soi, etc., la capacité de comprendre et d'anticiper une réaction et son impact. Et elle est plus là, elle est plus présente quand on est vraiment dans ces réactions de stress. Donc, moi, j'ai régulièrement des situations où des parents viennent me dire « J'ai tout lu. Isabelle Filiosa, Catherine Guéguen, Alvarez, j'adore. Mais concrètement, je me retrouve quand même à hurler sur mon enfant. » Dans ces situations-là, en fait, Catherine Guéguen, Isabelle Filiosa et d'autres très bons auteurs qui existent, ils sont pas là, en fait. Ils sont dans notre préfrontal, donc on n'a pas accès à tout ça. Donc la première chose qu'on a besoin de faire, si on veut pouvoir accompagner les réactions émotionnelles de nos enfants, les situations difficiles de nos enfants, eh bien, ça va être de prendre soin de ce stress pour ramener ce préfrontal. Alors, nous avons tous nos déclencheurs. On a tous nos stresseurs qui vont plus, on dit d'ailleurs des enfants, qui savent appuyer où ça fait mal et ce qui nous fait sauter. Donc, on a tous des déclencheurs qui vont être plus spécifiques à l'un ou à l'autre en fonction de notre histoire, en fonction de notre vécu, en fonction d'énormément de choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme grande famille de déclencheurs? Il va d'abord y avoir notre état physique, la fatigue, l'épuisement. Par exemple, chez les parents qui ont des tout petits enfants qui ne font pas encore des nuits d'une traite, eh bien, il peut y avoir une fatigue très importante. Puis, on a tous des situations où on peut avoir cette sensation-là. Le manque de liberté, le fait de se dire « je suis à la maison avec mon enfant, mais en fait, j'aimerais tellement avoir une conversation avec un autre adulte. Je suis tellement contente. » Moi, ces situations, clairement, je l'ai vécues et elles me parlent très très fort.
Mais il y a aussi l'autre manque de liberté, être au travail alors que justement, on aimerait bien être dans notre famille, auprès de nos enfants. Il y a l'insécurité financière, et l'insécurité financière, actuellement, c'est quelque chose qui peut être très présent. L'environnement sonore, le confort, tous les stresseurs autour de l'environnement. Et là, c'est intéressant parce que ça amène deux types de stresseurs. Il va y avoir les stress plus généraux, c'est-à-dire, par exemple, on est dans un environnement qui est très bruyant, on a, par exemple, une route très passante où il y a du bruit, et puis il va y avoir le stress sur le moment même. Par exemple, vous avez lancé le lave-vaisselle, vous êtes en train de passer l'aspirateur, et à ce moment-là, votre enfant est en train de jouer avec un camion qui fait poète-poète de la lumière et du bruit. Il va y avoir le sentiment d'impuissance. On a l'impression d'avoir tout fait, et ça ne fonctionne pas. C'est vraiment un très, très gros stresseur. On a le poids de notre enfance. Par exemple, si notre enfant a un comportement qui aurait été inadmissible dans notre famille, le fait de voir notre enfant répéter ce comportement devant nous peut ajouter vraiment une dose de stress. La pression du temps. Par exemple, journée typique, on doit se lever, on doit prendre notre enfant, l'amener à la crèche ou l'école à temps pour pouvoir être à l'heure au boulot. Puis après, on rentre à la maison, il faut sortir à temps du travail pour pouvoir être à temps à la crèche avant la fermeture, pour être à l'heure à la maison, faire le repas, etc., etc. Le regard des autres, les conflits qu'on peut avoir dans la famille, dans l'entourage, avec notre conjoint-conjointe. Donc, comme je le disais, il y a les facteurs de stress généraux et il y a les stress du moment. Et c'est important de pouvoir faire le point, en fait. L'invitation, c'est de faire le point là, maintenant, pour vous. Quels sont vos stresseurs à vous actuellement? Quelle est la photo de vos stresseurs maintenant? Vos stresseurs généraux, mais également les stress ponctuels que vous allez rencontrer dans certaines situations. Alors chacun a son histoire, et du coup chacun va avoir ses déclencheurs en fonction de son histoire familiale, et de comment on a été accompagné ou pas dans certaines situations et dans certaines émotions. On a donc besoin de faire le point et de prendre soin de nous. Et du coup, je vais vous inviter à fermer les yeux, à déposer, si vous avez un cahier ou de quoi prendre note, à le déposer, à mettre les pieds bien au sol, à vous installer confortablement, le dos bien droit, si possible, si c'est confortable pour vous, et à fermer les yeux. Vous pouvez les garder ouverts et les laisser à une certaine distance, si c'est plus confortable pour vous. Je vais vous inviter, pour cet exercice, à choisir une situation où vous avez été confronté à un enfant, votre enfant ou dans votre cadre professionnel, un enfant qui avait un comportement qui vous a été insupportable. Une fois où vous avez eu une réaction dont vous n'êtes pas spécialement fier. Quand vous avez choisi cette situation, je vous invite à simplement vous concentrer sur votre respiration. Simplement constater que votre ventre se gonfle et se dégonfle. Alors pendant l'exercice, c'est normal, votre esprit va partir ailleurs. L'invitation, c'est avec bienveillance de le ramener. Maintenant, je vous invite à visualiser à nouveau ce que vous avez dit, ce que vous avez fait avec cet enfant. Peut-être est-ce que vous avez ressenti de la colère, de la tristesse, peut-être un mélange d'émotions, peut-être plus précises. Simplement faire le point sur les émotions qui étaient là à ce moment-là. Après, je vais vous inviter à réfléchir à ce qui a fait, aux causes, qui vous ont amené à avoir ces émotions et ce ressenti qui probablement étaient désagréables à ce moment-là. Il va y avoir les causes ponctuelles, puis les raisons plus générales.
Certaines remontent d'il y a peut-être très longtemps, peut-être même dans votre enfance, d'émotions qui auraient été ou pas accueillies, d'événements de votre passé. Quand vous avez fait cette démarche-là, peut-être que vous avez un regard différent sur la situation. Je vais vous inviter à aller un pas plus loin. Et maintenant, on va regarder ce qui se passait pour l'enfant. En vous mettant à la place de l'enfant, de cet enfant-là, à ce moment précis, on va évidemment mener des hypothèses, parce que vous n'êtes pas dans la tête de cet enfant. Mais à votre avis, quelles étaient les émotions, quelles étaient les sensations qu'il devait ressentir alors ? Ça peut être un mélange de choses, l'humiliation, la colère, la tristesse. Et puis de faire le point sur ce qui a pu mener cet enfant à avoir ce comportement-là, à ce moment précis-là. Il peut y avoir des raisons pour lesquelles vous n'êtes absolument pas responsable, des événements qui ont eu lieu. Il peut aussi y avoir notre part de responsabilité. Est-ce qu'on a accueilli ou pas ce qui s'est passé, les émotions de cet enfant ? Lorsqu'on fait cet exercice, on peut ressentir de la culpabilité. Se dire qu'on n'a pas agi comme on aurait voulu, comme on aurait dû. Et ce n'est pas le but de cet exercice. Ici, il s'agit simplement de faire un pas en arrière. Mais parfois, on nous a donné le message que nous devions être parfaits, que nous n'avions pas le droit à l'erreur. Pourtant, c'est ainsi qu'on progresse. Maintenant, l'exercice arrive à sa fin. Je vous invite simplement à revenir à l'ici et maintenant et à vous remercier si vous avez fait cet exercice. Merci d'avoir pris ce temps pour vous, pour prendre soin de vous et de faire le point. Donc maintenant, on a vu un peu ce qui se passe pour nous en tant qu'adultes. Donc on va aller du côté de l'enfant sur qu'est-ce qui se passe pour lui. Mais avant ça, on a besoin de se dire, tiens, quelles émotions ou sentiments donneraient envie à l'enfant d'agir autrement, d'avoir un autre comportement. Donc notre enfant, il a un comportement qui nous pose problème, il déborde émotionnellement, il n'arrive pas à gérer les émotions, etc., etc. Qu'est-ce que cet enfant, on a donc envie qu'il change quelque chose, mais de quoi est-ce qu'il aurait besoin ? Et est-ce que notre attitude, l'attitude qu'on a classiquement, l'attitude qu'on a quand on est débordé, permet d'aller dans ce sens-là ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il se dise ? Qu'est-ce qu'on pense cet enfant, pour pouvoir progresser, pour pouvoir changer de comportement, pour pouvoir... Bref, on a besoin qu'il se dise quoi ? Et ensuite, quel type de réaction de notre part permettrait à l'enfant d'aller dans cette direction ? Et là, je remarque que je suis en train de mourir de chaud. Je vais donc me permettre de retirer mon pull. À mon avis, c'est les projecteurs. Donc, quand on va avoir une réaction du type débordante pour nous, quand on a une réaction de stress, que se dit l'enfant ? Alors, les enfants, bien souvent, quand on va crier dessus, quand on va avoir un comportement de ce type-là, ils vont se dire des choses comme « on ne m'aime pas »,« c'est injuste »,« on ne me comprend pas »,« je suis nul »,« on ne m'aime pas ». Et donc, la plupart du temps, ce n'est pas spécialement ça qu'on a envie que cet enfant se dise. Et en plus, ce n'est pas ça qui va lui permettre de changer sa manière de se comporter. Donc, comme je vous l'ai dit, d'abord, on prend soin de l'adulte. Et là, la métaphore qu'on aime bien utiliser, c'est celle du masque à oxygène.
Si vous avez déjà pris l'avion, puisqu'en ces temps troublés, c'est sans doute moins le cas, vous avez sans doute déjà entendu le petit speech du steward ou de l'hôtesse de l'air. Au bout d'un temps, ils vont dire, en cas de dépressurisation, si vous accompagnez un enfant, d'abord vous mettez le masque à oxygène à vous, adulte, pas à l'enfant. Pourquoi ? Parce que si d'abord vous mettez le masque à oxygène à l'enfant, vous risquez de tomber dans les pommes et vous ne serez pas très utile pour l'enfant. Et encore moins, vous risquez de faire obstacle pour l'équipe. C'est exactement la même chose quand on veut accompagner les émotions des enfants et quand on veut accompagner les comportements des enfants. Ça va d'abord être de prendre soin de nous pour être en mesure d'accompagner l'enfant. Donc pour réguler notre stress, on a besoin du coup de faire le point sur nos stresseurs, de voir si on peut équilibrer, avoir des ressources, etc. Et on a besoin aussi d'une boîte à outils concrète pour les moments où on commence à se sentir dépassé. Et donc, quand on se sent plutôt dans l'attaque ou dans la fuite, ça va être se calmer, ralentir, respirer. Et quand on est plutôt dans le figement, là, ça va essayer de bouger, de sortir de cet immobilisme qu'on est en train de ressentir dans notre corps. Et donc là, l'invitation, c'est de faire le point. Est-ce que vous avez votre boîte à outils pour faire face à ces situations-là ? Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, il ne faut pas en avoir une, c'est juste faire le point. Et si vous vous dites, tiens, en fait non, peut-être qu'il me manque des outils pour faire face à ça, vous pouvez peut-être aller à des ateliers, à des formations, mais aussi simplement parler à votre entourage, à vos collègues, parce que peut-être qu'eux ont des stratégies que vous pouvez essayer, parce que chacun a ses outils qui fonctionnent mieux que d'autres. Maintenant, on va voir du côté de l'enfant. Pourquoi l'enfant est-ce qu'il réagit ici ? Et là, une autre métaphore que j'aime bien, c'est celle de la casserole de lait. Imaginez que vous avez une casserole de lait qui bout. C'est comme les enfants, c'est quand vous tournez le dos que ça se passe. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez prendre un couvercle, le mettre sur la casserole de lait et faire « Attention, ça, tu ne me défieras pas, casserole de lait, hors de question, non, c'est moi qui mène la danse ici ». Non, si vous faites ça, vous allez vous brûler, vous allez abîmer la casserole et tout ça. Donc, ce n'est pas très utile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va soit retirer la casserole, soit on va éteindre. C'est à nouveau exactement la même chose avec un comportement d'un enfant. On va essayer de voir quelle est la source, quel est le besoin de l'enfant, et c'est là-dessus qu'on va essayer d'agir. Si on essaye d'agir sur la casserole de lait en mettant un couvercle, ça ne va pas être très efficace. Donc, on va baisser le gaz. Donc, dans un premier temps, on a une situation difficile. Dans un premier temps, on va essayer de sortir de la spirale qui est en train de se mettre, en se mettant en lien, en ayant des contacts physiques, en jouant, etc. Et puis, on va essayer de regarder les causes. Alors, pourquoi je dis « et puis » ? Parce qu'il y a des situations où y répondre aux besoins, ce sera rapide. Par exemple, un cas classique que j'accompagne, des parents viennent et une des situations qui est difficile pour eux, c'est après l'école ou après la crèche. On discute, on démêle. Évidemment, après l'école et la crèche, c'est un moment de stress assez classique, mais une des causes régulières, c'est l'enfant a faim. Il est 3h30, oui, il a eu un goûter, mais il a la dent. À ce moment-là, j'ai beaucoup de parents qui me disent « c'est bon, je lui donne une banane en sortant de l'école et les crises, elles ont pratiquement disparu ». Pas toujours, ce n'est pas une baguette magique, mais voilà. Si à ce moment-là, donc là à nouveau, pourquoi est-ce que je parle de ce moment-là ? Parce que vous pouvez vous dire « oui, mais on est pour parler des émotions, qu'est-ce qu'elle vient de nous parler d'une banane ?» Si vous essayez d'écouter l'émotion qui serait là, imaginons de la colère, que vous mettez à la hauteur de l'enfant, vous avez lu Philosophe, vous mettez à la hauteur de l'enfant et vous dites « oui, c'est très difficile, ça ne va pas, etc. » Le comportement risque d'augmenter et d'ailleurs l'enfant risque même, parfois, les parents me disent « il me frappe si je fais ça ». Pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin qui est en dessous, un besoin physiologique, l'enfant a faim. Donc c'est pour ça vraiment qu'on a besoin de comprendre ces dynamiques-là avant de pouvoir vraiment accompagner les émotions de l'enfant. Alors, quelles sont les grosses familles de déclencheurs des comportements qui nous irritent, pour être sympathique, chez les enfants ? Alors, il va y avoir les questions au niveau du développement.
On sait très bien qu'avec une certaine tranche d'âge, avec un certain développement, par exemple, les enfants qui commencent à marcher ont envie d'explorer cela et donc ne vont pas avoir forcément envie d'être attachés dans une poussette. Il y a la période du non qui est à 2 ans quand il y a une prise d'autonomie, etc. Il va y avoir également des spécificités. Un enfant qui a un trouble de l'attention ou qui a quelque chose de trouble du spectre autistique va également avoir des spécificités et donc on ne va pas forcément l'accompagner de la même manière là-dessus. Il va y avoir toutes les familles de stress, par exemple les besoins physiologiques. Un enfant qui a faim, qui a soif, qui doit aller aux toilettes, qui est fatigué, eh bien, ça va être une source de stress. Le manque de liberté, le manque d'attachement, et ça peut être d'un point de vue dans la famille, par exemple, il y a eu des événements dans la vie qui font que l'enfant va peut-être avoir un trouble de l'attachement, mais ça peut être aussi ponctuel. Une dynamique, par exemple, que je rencontre beaucoup dans ma pratique, ça va être, le soir, l'enfant, il y a eu une crise, et donc il s'est endormi en étant malheureux, seul, il n'a pas eu ses câlins ou quelque chose comme ça, il y a eu des tensions dans la famille. Et puis, le lendemain matin, c'est la course, parce qu'il faut vite arriver à l'école à l'heure, donc on n'a pas eu le temps pour faire du câlin, des jeux et des moments partagés. Il y a toute la journée où l'enfant va être face au stresseur, mais il n'est pas en tout cas là auprès de sa famille pour se ressourcer. Et puis le parent le récupère et très vite, il va y avoir des crises. Eh bien ça peut être une spirale qui va être menée en fonction de ce besoin d'attachement, ce besoin de lien qu'a l'enfant et nous aussi en tant qu'adultes évidemment. Il peut y avoir un souci dans son cœur, c'est-à-dire des petits soucis comme de la vie courante, petits pour nous avec notre regard d'adulte, des conflits entre enfants, mais ça peut être aussi des soucis plus larges comme par exemple un divorce dans la famille, un conflit, etc. Il peut y avoir aussi des questions de communication. Par exemple, une question de consigne. Des parents me disent « Tiens, je lui ai donné une règle et la règle est en négatif. » Or, on sait que les règles en négatif sont difficilement compréhensibles pour un enfant. Ou bien, ça va être vague. Par exemple, le fameux « Tiens-toi bien à table ». Sauf que « Tiens-toi bien à table », qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des cultures pour lesquelles il faut finir son assiette. Il y en a d'autres où absolument pas, il ne faut absolument pas les finir son assiette. Il y en a certaines, les Romains, ils mangeaient en étant allongés, etc., etc. Donc, tiens-toi bien à table, dans l'idée, au final, à la base, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire, tiens-toi comme dans ma culture, moi, là, maintenant, j'attends que tu te tiennes. Donc, à un certain âge, bien entendu, ils sont au courant des codes sociaux, mais quand ils sont petits, ce n'est pas le cas. Et donc, on a besoin que ce soit concret pour eux. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on peut avoir un comportement qui nous dérange. Et puis, il peut y avoir une question de mésaccord de langage sensoriel. Un enfant qui, par exemple, est très tactile, qui a besoin de mouvement, qui bouge, qui fait du bruit, alors que nous, on est auditif, on est très sensible au son. Dès qu'il y a beaucoup de son, nous, on est vite parasités. Alors, est-ce qu'on ne fait rien ? Quand je dis ça, souvent, c'est ça qui vient après. Du coup, on ne fait rien et on laisse tout faire. Non. Mais l'idée, ça va plutôt être en partie pour certains de ces éléments de s'adapter à l'âge de l'enfant, par exemple, ou à ses spécificités, de donner des ressources et des outils en fonction de ce dont l'enfant aurait besoin, et puis de voir si on a besoin de soutien pour comprendre, mettre à jour d'autres dynamiques, etc. Donc pour cette partie-là, finalement, que faire face à ces situations ? On va regarder, tiens, si l'enfant a besoin d'un stress, est-ce que je peux l'identifier ? Je vais y répondre ou je vais accompagner la décharge si c'est nécessaire, si l'enfant a besoin de décharger ce stress ou ce qu'il est en train de vivre. Et après, on va écouter l'enfant. Écouter l'enfant, ça veut dire décoder les émotions à partir du comportement, on va voir ça, aider à élaborer ce qui se passe chez lui, à l'intérieur de lui. Même en tant qu'adulte, on en a bien souvent besoin d'avoir quelqu'un qui va refléter ce qu'on ressent. Ça va nous aider à passer. Et plus l'enfant est petit, et plus c'est important, parce qu'il y a même un âge où forcément ils n'ont pas les mots. Alors, écoutez. Pour ça, je vais vous présenter un outil que moi j'aime bien et qui va nous permettre d'aller dans les 3 dimensions de l'expérience. Donc, n'importe quel événement qu'on vit, en fait, comporte 3 dimensions.
Par exemple, cet enfant qui a la voiture qui fonce sur lui, il a un événement et vis-à-vis de cet événement, il va vivre des émotions, sans doute de la surprise et de la peur. Elles vont se traduire par des comportements. Il va se mettre sur le côté, il va sauter sur le trottoir pour se mettre à l'abri. Et du coup, ça va amener des pensées qui viennent interpréter son vécu. Par exemple ici, « Ouf, je l'ai échappé belle ». La plupart du temps, en tant qu'adulte, on va agir ou réagir à partir des comportements. On va voir le comportement d'un enfant et là-dessus, on va agir en ayant une réaction plus ou moins adaptée en fonction du contexte. Or, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'on a les 3 portes pour pouvoir accéder à cet événement et pour pouvoir dialoguer et pour pouvoir avancer avec l'enfant. Ces 3 dimensions, elles sont intimement liées. On ne peut pas vraiment dissocier les unes des autres. Alors, comment on va les explorer ? Voilà 3 questions qui peuvent aider. Par rapport à la pensée, c'est qu'est-ce que tu te dis ? Au comportement, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et à l'émotion, c'est qu'est-ce que tu ressens ? C'est vraiment 3 questions qui vont nous permettre, vis-à-vis d'énormément de situations, de pouvoir écouter et d'accompagner les enfants. Et vous pouvez tester sur votre entourage. Moi, j'aime bien dire aux parents que, en fait, vous pouvez expérimenter avec vos enfants les outils que vous apprenez, mais n'hésitez pas à le faire avec votre conjoint, votre belle-mère. Voilà, faites-vous plaisir. Maintenant, parlons des émotions. Mais tout d'abord, les émotions, c'est quoi ? Alors, pour le moment, comme je vous disais, il y a de plus en plus de livres sur les émotions, des livres que j'aime bien personnellement, d'autres que je n'aime pas du tout. Et donc, comme je vous dis, ils ont un vocabulaire parfois très vaste. Donc, je vais vous parler de mon vocabulaire à moi, de ma grille de lecture, la grille de lecture qui est la mienne. Alors, d'abord, on va parler de ce qu'on appelle les émotions primaires. Alors, comment ça fonctionne une émotion primaire ? On a un événement, par exemple, l'enfant, il avait la voiture qui fonçait. Du coup, il va avoir la charge de l'émotion qu'il va ressentir. Tant que le stimuli est là, donc tant que la voiture est là, il va avoir cette émotion. Et puis après, s'il est écouté, s'il est accompagné, il va décharger. Donc dans cette situation, ça pourrait être trembler, pleurer, etc. Là, on est dans une émotion dite naturelle, primaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Une de ces émotions-là, la décharge va durer en moyenne 90 secondes. Donc c'est très court, en fait. Et c'est déjà un indicateur pour d'autres émotions, qu'on verra après, les émotions parasites. C'est une réponse qui est adaptative et spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire au déclencheur ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à chaque type de déclencheur, une émotion est spécifique. C'est quelque chose qui est utile. Les émotions, toutes les émotions ont leur utilité et elles sont universelles. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on regarde quelqu'un qui habite au Bangladesh, qui habite en Belgique, qui habite au Japon, en Chine ou peu importe, s'il y a un déclencheur, il va y avoir telle émotion qui va être amenée, qui va être enclenchée. Alors, par exemple, la surprise, elle va venir lorsqu'il y a l'organisme qui est mis en alerte et qui est prêt à agir. La surprise, ça donne de l'énergie pour éventuellement agir après. La situation typique, ça va être de problématique avec la surprise, ça va être l'exemple que j'aime bien donner, c'est celui du chien. Vous avez un enfant, vous vous promenez avec, et un chien aboie. L'enfant sursaute, parce qu'il est surpris du bruit, et on peut être vite amené à dire « Mais n'aie pas peur, il y a la grille, il n'y a pas de souci ». Mais l'enfant n'avait pas forcément peur. Parfois, c'était simplement de la surprise. Mais on va mettre comme couleur sur cet événement un chien, ça fait peur. Si on répète ça régulièrement, ça peut développer une peur du chien, puisqu'on a dit à l'enfant « Cette émotion, ce n'est pas de la surprise, c'est de la peur, mais attention, tu ne dois pas la ressentir ». L'amour et la compassion, elles viennent en fonction de l'intimité et d'un contact vraiment intime, d'un contact rapproché. Ce n'est pas forcément l'amour avec notre conjoint, ça peut être également avec des inconnus, mais où on va partager ce contact authentique ou cette intimité. Ça va amener aussi du coup à la question du sentiment. Par exemple, moi, quand je passe du temps avec mon mari, un temps de qualité
authentique et en intimité, eh bien, je vais avoir l'émotion d'amour. Et comme elle se répète régulièrement, eh bien, j'ai le sentiment d'amour pour mon mari, je suis amoureuse de lui. Le dégoût, lui, il vient face à l'injustice, et quand on va faire une intrusion dans l'intimité, le classique non, mais un exemple qui me vient en tête en tout cas, c'est celui de la mère qui va venir dans la chambre de l'adolescent, la mère ou le père, qui va venir dans la chambre de l'adolescent et lire le carnet intime. C'est vraiment un sentiment de viol de l'intimité qu'on peut ressentir. Et puis il y a le viol dans le sens plus littéral du terme, évidemment. Pour ce qui est de la peur, elle va se mobiliser quand il y a le danger et l'inconnu. Et la peur aussi, c'est une émotion qui est souvent vue comme étant plutôt connotée négativement. Pourtant, c'est une émotion qui nous donne de l'énergie. Elle nous mobilise, elle nous donne de l'énergie. Quand vous avez peur, vous allez avoir de l'énergie dans les bras, dans les jambes, pour pouvoir agir vis-à-vis de ce danger et de cet inconnu. On a donc en fait besoin, quand on a peur, de sentir notre puissance pour pouvoir réagir face à la situation. On n'a pas en fait besoin d'être consolé. Alors attention, si un enfant a peur, ou même un adulte a peur et vient vers nous pour retrouver de la sécurité, ben justement, après, il va pouvoir comme ça mobiliser son énergie. On lui fournit cette sécurité pour qu'après, il puisse aller mobiliser son énergie et affronter cette question de danger et d'inconnu. L'exemple que j'aime bien, c'est celui de l'examen médical. Donc, par exemple, si un enfant va aller à l'hôpital, il doit subir des examens, on peut prendre du temps à sortir de cet inconnu. Comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce que les médecins vont faire? Est-ce que tu as des questions? Etc. Mais l'invitation n'est pas à ce moment-là minimisée en disant « mais tu vas voir, ils connaissent leur métier, tout va bien se passer ». Si elle est disproportionnée ou inadaptée, alors c'est ce qu'on va appeler les émotions parasites, on en parlera, les réactions émotionnelles parasites, on en parlera après. Par exemple, un enfant a peur des coccinelles, on peut se dire que c'est inadapté parce que la coccinelle, ça va, quoi. Quand on a de la peur et de l'impuissance, à ce moment-là, on va être dans la terreur. Ce qui amène aussi, du coup, à se dire, moi j'ai des parents qui parfois viennent et me disent « oui, mais cet enfant, il m'avait dit qu'il était super content d'aller à l'anniversaire de Théo. Ça fait une semaine qu'il me parle sans arrêt de cet anniversaire. Et puis quand on est arrivé chez eux, il était caché derrière moi et il ne voulait pas du tout entrer. » Ça, c'est une réaction qui peut être tout à fait normale vis-à-vis de l'inconnu. Il ne connaît pas les gens, il ne connaît pas le lieu, et donc c'est normal de ressentir de la peur. La colère, elle vient en réaction à une blessure ou à une frustration. C'est de l'énergie de l'intérieur pour retrouver notre intégrité. Et donc, elle va permettre cette restauration. La colère, dans sa forme primaire, d'émotion primaire, elle n'est pas très intense. Ce n'est pas quelque chose où on va hurler sur les gens, on va crier. Ça, c'est de la violence. La violence, c'est vraiment l'échec de la colère. La colère, ça va être non, stop, ça suffit. Et après, ça peut être simplement terminé par rapport à cette émotion de colère. Et ça, c'est une émotion qui est très souvent confondue. La colère et la violence sont souvent confondues alors que ce n'est pas pareil. La colère, c'est OK, retrouver son intégrité, c'est important. Par contre, un acte de violence, bien non, ça, on n'accepte pas. La colère, avec de l'impuissance, elle, par contre, va amener la rage. Dans la honte, on est un animal social. Et donc la honte, elle va apparaître quand on se sent rejeté, quand on se sent exclu ou quand il y a un secret. On a besoin à ce moment-là d'accompagner l'enfant à sortir de cette situation, de sortir du secret, ou bien à réintégrer le groupe. Et la honte va souvent faire apparaître dans certaines lasagnes d'émotions. Par exemple, un enfant qui va être en colère frappe un plus petit, on va discuter et il est dans la colère. Mais si on va décrypter, parfois il y a une honte qui empêche un peu de sortir. L'enfant est conscient qu'il va avoir, que ce n'est pas OK ce qu'il a fait, que frapper ce n'est pas OK, que c'était de la violence ou du stress, et donc du coup, enfin que c'est de la violence même si c'est du stress, et du coup, à ce moment-là, il va ressentir la honte. On a besoin que la honte aussi soit dite
pour que l'enfant puisse passer à autre chose, traverser l'émotion. Donc, on réalise qu'on a blessé quelqu'un ou qu'on n'est plus inclus dans le groupe, et donc à ce moment-là, on a cette émotion pour restaurer ça. Donc, les émotions de base. Alors, la tristesse, je continue avec les émotions de base, pardon. La tristesse, elle vient quand il y a une perte et une séparation. Je vois que j'ai oublié un 30 minutes qui est là, ce n'est pas grave. Donc, elle vient quand il y a une perte et une séparation. Elle va permettre l'acceptation de cette perte et de cette séparation. La joie, elle va venir quand il y a de la connexion, de la liberté, du succès et vraiment le plaisir de vivre. Donc, j'insiste là-dessus, vraiment, c'est important. Toutes les émotions sont utiles. Et il n'y a pas d'émotions vraiment négatives. Il y a des émotions qui vont être désagréables à vivre, qui vont nous faire souffrir, mais elles sont utiles et elles ont leur utilité. Souvent, en tant qu'adulte, on va éviter les émotions désagréables ou douloureuses. Et on va essayer d'éviter aux enfants de ressentir ces émotions désagréables et douloureuses. Pourtant, comme vous le voyez, c'est vraiment utile. C'est normal, évidemment, de vouloir apaiser ces sensations douloureuses et cette souffrance. Et si on sait le faire, pourquoi s'en priver ? Mais le danger, ça pourrait être du coup de passer notre vie à essayer de tout le temps apaiser la souffrance ou la douleur, d'éviter de ressentir certaines émotions, parce qu'on a la peur de ressentir ces sensations désagréables. Donc, un exemple pour illustrer ce concept-là. Imaginons qu'un enfant se réveille la nuit, il a peur. Il n'a pas le choix d'avoir peur. On n'a pas le choix de se ressentir une émotion. L'enfant probablement va ressentir un inconfort, comme de l'anxiété, du stress. Physiquement, ça va être peut-être désagréable. Et il a sans doute beaucoup de raisons pour ressentir ça. Par exemple, son histoire, une image mentale d'un monstre, la peur d'être séparé, le stress et les différents boutons qu'on a vus tout à l'heure. Donc, il n'a pas de prise sur le fait que ça survient. Et si nous, on vient de lui dire « Mais non, il n'y a rien qui fait peur », on va à ce moment-là envoyer le message « Je ne dois pas avoir peur, et j'ai peur, donc je dois m'en débarrasser parce que ce n'est pas bien ». Alors, l'intensité des émotions, elle est intense chez les enfants. Et ça, c'est une des choses qui peut nous déstabiliser, à nous rendre ça compliqué. Pourquoi c'est le cas ? Simplement parce que leur cerveau émotionnel est déjà mature, tandis que le cerveau rationnel, celui qui va pouvoir apaiser les émotions, ne l'est pas. Une émotion, elle ne se résout pas. On va pouvoir traverser les émotions, mais elle a besoin de sortir. Si elle ne ressort pas maintenant, elle sortira plus tard, peut-être d'une autre manière, peut-être sous une autre forme. Raisonner ne marche pas. C'est un peu comme si, vous avez peut-être déjà eu le cas, mais vous êtes très énervé et vous avez un autre adulte qui vous dit « Mais calme-toi !» La plupart du temps, ça ne nous calme pas. Voire, ça a l'effet inverse. On commence à être franchement en colère sur cette personne. On ne l'était pas au départ peut-être, mais là franchement, ça commence à monter. On peut traverser les émotions, mais on peut vivre avec aussi, même celles qui sont douloureuses, même la tristesse, même la colère, même la peur. Quand on éteint des émotions, comme il n'y a pas de raison d'avoir peur, ça c'est toutes des phrases qu'on peut s'entendre dire même si on n'a pas envie. C'est pas grave, ça ne fait pas mal. Oh là là, un peu de calme, calme ta joie. Ça peut amener chez l'enfant de fuir les émotions ou de fuir certaines émotions. Et en tout cas, l'enfant, à ce moment-là, il ne se sent pas entendu. Et du coup, il va avoir du mal à pouvoir traverser cette émotion-là. Alors du coup, comment est-ce qu'on accueille l'émotion d'un enfant ? Yes, on y arrive. La première chose, à nouveau, prendre soin de vous. Parce que souvent, quand on a un enfant qui a une émotion, on n'est pas toujours, mais ça peut nous amener du stress. Donc on a besoin de prendre le recul pour être vraiment présent avec l'enfant. Un outil qui marche assez bien, et ne me croyez pas sur parole, essayez, expérimentez, vous verrez, c'est de visualiser que vous avez un bol devant vous.
et que si l'enfant dit des choses qui sont inconfortables pour vous, ça n'ira pas sur vous, mais ça ira dans ce bol. Parce que quand les enfants traversent des émotions très fortes, ils peuvent dire des choses qui vont vraiment nous faire mal et vont piquer chez nous des choses qui sont douloureuses. Par exemple, « je ne t'aime pas »,« t'es méchant »,« t'es une mauvaise mère »,« de toute façon tu m'aimes pas »,« ouais mais c'était l'autre qui a agi alors qu'on sait très bien qu'on a vu que… » Donc on a besoin de faire ce pas-là, de respirer et de prendre soin de nous, de mettre ce bol. On va caler notre respiration, on va essayer de caler notre respiration sur l'enfant. Et on va prendre la même posture que l'enfant. Si l'enfant a les bras croisés et est comme ça, on va faire la même chose. On va se mettre à côté de lui et pas en face à face. Donc on se met à côté de lui, on cale notre respiration, on prend la même posture. Et là, on va décrire ce qu'on voit et nommer l'émotion qu'on ressent. Donc pour cette émotion-là, ça pourrait être tu as les bras tendus, tu as les sourcils froncés, tu es en colère. Qu'est-ce qui te rend si en colère, triste, peu importe? On écoute l'enfant et à mesure, et on va lui proposer de mesurer l'intensité de l'émotion. En fonction de l'âge, c'est tu es en colère à quel point? On peut l'indiquer avec les bras. Et de 0 à 10, c'est un petit problème, un gros problème, etc. Évidemment, ça c'est à adapter en fonction de l'âge de l'enfant. Pour certains âges, on va simplement aller dans la posture et on va nommer les émotions. Et vraiment, on va jauger en fonction de comment est l'enfant et où est-ce qu'on en est à ce moment-là. On va manifester notre empathie. Donc, par exemple, si l'enfant dit « j'ai peur du chien, j'ai peur qu'il me morde », on va dire « moi aussi, si je pensais que ce chien allait me mordre, j'aurais peur ». On peut alors à ce moment-là accompagner et proposer des outils pour décharger l'émotion. Par exemple, aller frapper dans un coussin, par exemple déchirer du papier, aller crier, aller sauter, pleurer dans nos bras, etc. en fonction de l'émotion qui est là. Dans l'urgence, parce que ce n'est pas toujours évident de faire toute cette séquence et que parfois on est un peu démuni, une phrase qui peut bien aider va être simplement « Oh là là, la journée a été dure ». Maintenant qu'on a parlé des émotions primaires, on va voir les réactions émotionnelles parasites. Alors, ces émotions-là, un des premiers éléments, ça va être elles vont durer longtemps. Donc, je vous disais, l'émotion primaire, elle dure la décharge vraiment pas très longtemps. Tandis que l'émotion parasite, la réaction émotionnelle parasite, ça peut durer quelques minutes, ça peut durer quelques heures et ça peut durer une vie entière. C'est le cas où la personne, elle n'est pas là, mais vous êtes quand même en colère contre elle. Le cas typique, je vais parler de Gérald de la Conta. Vous êtes à la machine à café, vous avez une collègue qui vous parle de « Ouais, Gérald de la Conta, t'as vu ce qu'il a encore fait ?» Et là, vous savez que si vous essayez d'écouter cette émotion-là, ça augmente. Et peut-être que ça augmente chez vous, parce que vous aussi, peut-être que Gérald de la Conta, ça ne va pas du tout pour vous. Donc là, c'est une réaction émotionnelle parasite. Elle va dépendre en fonction de notre histoire, de notre vécu, elle va dépendre de beaucoup de choses, mais c'est vraiment une interprétation. On a un vécu, et du coup, l'émotion va se déclencher. Et là, on me dit que je n'ai déjà plus que 10 minutes, et je suis impressionnée, je pensais que j'en avais encore plus. Donc, je prends note. Alors, comment on reconnaît? Comme je vous disais, on va regarder les émotions. En fonction de l'émotion, on va regarder si le déclencheur est le bon. Par exemple, un enfant, il a peur, alors qu'en fait, il est en colère, alors qu'en fait, ce qui serait logique, c'est qu'il ait de la peur. Là, on peut se dire qu'il y a une émotion parasite. Il y a la question de l'intensité. Si la peur est démesurée, par exemple, on est probablement aussi par rapport à un parasite. Donc, comment ça se passe? Vous avez la charge dont je vous parlais tout à l'heure. On est en tension. Et puis, la tension, elle va rester. Souvent, en fait, un parasite, c'est une émotion qui, à un moment, était naturelle et qui, en fait, primaire et qui n'a pas été accueillie, accompagnée, et donc, on va rester sous tension.
Donc les émotions, je les écoute, j'accompagne la décharge, j'accompagne le fait de traverser. Et par contre, dans le parasite, là, on va apprendre à décoder progressivement ce qu'il y a en dessous de cette émotion-là. Donc ça, je vais aller un peu plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On sait donc qu'une émotion parasite, elle sera relâchée. Et donc, c'est vraiment l'invitation de ne pas hésiter à prendre le temps pour accueillir ces émotions de nos enfants. Alors du coup, pour faire ça, l'idée, ça va être aussi de nourrir l'intelligence émotionnelle de nos enfants. Comment est-ce qu'on peut faire pour nourrir ces réactions émotionnelles ? Alors la première chose, c'est de se dire que les enfants ne savent pas réguler les émotions, les petits-enfants ne savent pas ou peu réguler les tempêtes émotionnelles qu'ils peuvent vivre. Comme je vous dis, c'est une question de maturation du cerveau. Le fait de leur enjoindre « tu dois te calmer » les met face à quelque chose d'impossible. Je devrais me calmer, mais je n'y arrive pas. Et donc ça peut avoir des impacts notamment sur l'estime de soi. La régulation des émotions, c'est quelque chose qui s'apprend. La première manière d'apprendre, ça va être de modéliser. Nous, en tant qu'adultes, et donc à nouveau, on a besoin de prendre soin de nous, on va plus ou moins gérer nos émotions. Mais plus on va montrer des moments où on va exprimer nos émotions, traverser nos émotions, décharger nos émotions, on va donner comme modèle à l'enfant, oui, les émotions, c'est OK, je peux ressentir des émotions et je peux les vivre, je peux les traverser de telle et telle manière. Ensuite, donc, il apprend en faisant comme nous, et ensuite, on va nourrir l'intelligence émotionnelle, notamment quand on va accueillir les émotions de l'enfant. C'est vraiment quelque chose qui va lui permettre et de modéliser, mais également, ça va lui permettre de ressentir, de recevoir des émotions, de l'ocytocine, etc. Et ça va aider la maturation du cerveau. Et donc là aussi, on va l'aider vraiment à nourrir cette partie et à pouvoir accueillir les émotions. Donc c'est cette manière-là qui va nous permettre vraiment de pouvoir nourrir ce pôle-là. Et par contre, les émotions, les réactions qui vont être autoritaires, le fait de crier, le fait de frapper, ne vont absolument pas permettre cette maturation-là. Alors accueillir n'est pas faire disparaître. J'ai parfois des parents qui me disent « ben oui, je fais ça, mais l'émotion continue à être débordante. Il continue à avoir peur, il continue à être en colère. » Oui, parce que c'est normal, parce que nous aussi on rencontre ces émotions-là. Il est normal de ressentir ces émotions. On a envie que nos enfants soient heureux, c'est bien, je pense que beaucoup d'adultes en tout cas partagent ça. On aimerait qu'ils ne souffrent pas. Et en fait, ce n'est pas possible. Dans la vie, il y a de la souffrance. Il y a des émotions douloureuses et désagréables. On ne peut pas empêcher ces vécus difficiles à nos enfants. Du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait de ces vécus avec nos enfants ? Pour récapituler un peu ce qu'on a vu ici, c'est donc que lorsqu'il y a un besoin, un stress identifié, on y répond, on accompagne la décharge, on écoute les enfants. Quand il y a une émotion, on va lui permettre de la traverser, de vivre avec. Et quand il y a une émotion parasite, on va apprendre à la décoder et on va regarder ce qu'il y a en dessous de cette émotion pour permettre à ce qu'il y a en dessous de s'exprimer. Alors pour conclure, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'un lapin. C'est un livre que j'adore, c'est « Et le lapin m'a écouté ». Dans cette histoire, la petite Camille est en train de construire un merveilleux château avec des petites briques de bois. Elle est vraiment très très fière, il y a de quoi, je trouve. Puis il est détruit. Alors, il y a plein d'animaux qui vont venir près d'elle et qui vont lui donner des conseils. Tu devrais le reconstruire, tu devrais te venger de ceux qui t'ont fait ça, etc., etc. Puis il y a le lapin qui arrive. Et le lapin, il vient juste se mettre près de Camille, tout simplement. Et à un moment, Camille va commencer à pouvoir exprimer ses émotions. Et elle en a plein, de la colère, de la frustration. Et à la fin, elle va pouvoir passer à autre chose, traverser ces émotions-là, pour finalement décider de reconstruire
une nouvelle tour. Ce que j'aurais envie de vous proposer à la fin, finalement, c'est de savoir que parfois, nous sommes tous des Camille qui traversons des émotions comme ça, et de nous permettre de nous accorder la capacité de les traverser, et aussi parfois d'être le lapin, et de pouvoir accueillir et accompagner les émotions des enfants. Merci pour votre écoute. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. Bonjour. Du coup, dans le cadre de mon travail, je travaille avec un petit garçon qui a 2 ans et demi et qui a peur des mouches. Oui. Et du coup, ça, c'est une peur parasite. Oui. Enfin, c'est une réaction émotionnelle parasite. Et du coup, concrètement, d'après votre expérience, comment on décode ce qu'il y a derrière, quoi, du coup ? Ça peut être très très vaste. Donc ça va être d'essayer de voir avec la famille, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, depuis quand, comment, ça va être en partie l'anamnèse. Et puis voir avec l'enfant aussi, qu'est-ce qui se passe pour lui quand il voit une mouche, qu'est-ce que ça évoque dans son corps. Voilà, ça va vraiment, c'est très très vaste en fait. C'est ça qui est difficile avec les émotions parasites, c'est qu'il n'y a pas de formule type. C'est vraiment en s'adaptant à l'enfant, en essayant de creuser, de voir ce qu'il y a en dessous et d'utiliser les questions, par exemple, les 3 portes d'entrée d'un événement. C'est vraiment quelque chose qui peut permettre de creuser ça. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps ? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur à ce moment-là ? Pour pouvoir descendre petit à petit. Parfois, ça prend du temps. Parfois, c'est aussi en jouant. Et ce qui peut aider aussi, c'est d'essayer de décrire, en fait, d'aller plus loin dans le détail. Par exemple, qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la mouche ? Ah tiens, c'est parce qu'elle est sale et j'ai peur d'être malade. Du coup, ça ne sera pas la même chose que si il nous répond, je ne sais pas, moi, j'en ai vu une fois sur un animal mort et en fait, ça m'évoque l'animal mort que j'ai vu. Voilà, donc en fait, ça c'est vraiment une question qui permet d'aider quand il y a des peurs de ce type-là. Voilà, en 3 secondes, ce que je peux dire. Bonjour. Je me questionne un peu sur les enfants qui n'ont peut-être pas forcément accès à la parole, que ça soit parce que les émotions sont trop fortes et que ça peut faire une déstructuration psychique, etc. Donc il y a vraiment un mécanisme de défense qui se met à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour leur permettre justement d'aller se connecter à cette émotion et pouvoir la verbaliser ? Parce que je trouve que c'est vraiment un exercice très compliqué. Ce serait plus facile avec un exemple concret, mais pour rester large, d'une part, il y aura effectivement resté dans la fenêtre de tolérance de l'enfant qui est là. Et moi, je pense que j'irai à ce moment-là accompagner. Donc ça, je pense qu'en fonction des outils et des techniques qu'on va avoir professionnellement, on ne va pas utiliser les mêmes outils. Personnellement, je pense que j'irai pas mal dans le fait de pouvoir exprimer physiquement et vraiment y aller par palier, ne pas aller emmener trop fort. Mais ça va dépendre parce qu'en même temps, parfois nous-mêmes, en tant que thérapeute, quand on accompagne, en fait, on a peur d'emmener loin dans les émotions et donc on ne va pas y aller alors que ce sera OK. Donc, c'est toujours à jauger en fonction de sa pratique, de comment on est confortable avec la situation. Voilà, j'aurais envie de discuter avec toi très concrètement de la question. Oui, pourquoi pas, tout à fait avec plaisir. Mais c'est sûr que c'est, je pense, les émotions, les réactions émotionnelles parasites qui peuvent être tellement déstabilisantes. Quelque chose que je n'ai pas pris le temps du coup de vous dire aussi, c'est que souvent c'est un moment où on va sentir que c'est pas OK à l'intérieur de nous. Les émotions naturelles, on va être plus naturellement en empathie. Quand quelqu'un est triste et qu'il a perdu par exemple quelqu'un dans sa famille, voilà, on va être triste avec. Par contre, quelqu'un qui va
par exemple, avoir une rupture sentimentale et qui, alors qu'ils étaient restés 2 semaines ensemble et qui 3 ans plus tard nous reparlent de ça, et qui chaque fois qu'on la voit nous reparle de cette situation, ou il, à un moment, ça nous irrite. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va aiguiller aussi. Moi, je vais me permettre de prendre la parole pour l'un de mes collègues qui m'a remis une question, qui est celle-ci. Donc, la parentalité dite positive n'a-t-elle pas, d'une part, tendance à mettre les parents en échec, parce que toutes les injonctions du comment bien faire ne sont pas toujours faisables, et d'autre part, les parents ne se respectent pas dans leurs limites personnelles et du coup finissent par exploser et se mettre en échec. Donc, l'apprentissage de l'enfant, donc tout ce qui est de l'ordre de l'imitation, qu'est-ce qu'on leur montre en agissant sans respecter nos propres limites ? C'est une excellente question qui m'est posée, je crois, pratiquement à chaque fois que je fais une conférence. Et j'aurais bien voulu que cette personne soit là, parce qu'en fait, j'espère que la première partie en fait, de cette conférence est là pour en partie répondre à ça. En fait, pour moi, une parentalité positive respecte le parent, parce que la première étape, c'est toujours de prendre soin de nous. Et c'est important de se sentir respecté. Souvent, les parents qui, par exemple, vont... donc, j'accompagne des parents en burn-out parental, par exemple, et qui disent, voilà, la parentalité positive m'a épuisée. Parce qu'effectivement, on n'a pas pris ce temps, et je le dis avec bienveillance, c'est un travers qu'on va avoir. On ne veut pas que notre enfant souffre, c'est vraiment ça, on ne veut pas qu'il souffre, on ne veut pas qu'il se sent frustré, et c'est désagréable, et on va essayer du coup de travailler cet élément-là, on va essayer d'être parfait, de suivre totalement les manuels, et effectivement, ce n'est pas possible. Et donc ça amène à l'épuisement. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans les recherches, par exemple, qui ont été menées sur le burn-out parental, vraiment un des socles, c'est le perfectionnisme. C'est une hypothèse que j'ai soumise à l'équipe, et voilà, ils trouvaient ça intéressant, j'espère qu'ils feront un jour des recherches là-dessus. Mais personnellement, mon intuition, c'est que dans les parents qui vont dans la parentalité positive, il y a beaucoup de perfectionnistes. Ils veulent bien faire, c'est logique. Moi, je suis perfectionniste. Il y a des bons côtés à être perfectionniste et il y a des moins bons. Donc quand je me pose une question, je vais me renseigner. Je vais aller lire des bouquins et je vais essayer de trouver des sources par rapport à ça. Et donc forcément, après, je vais avoir envie d'appliquer, puisque c'est la bonne manière de faire. Donc on est vraiment dans une dynamique qui effectivement peut mener au burn-out parental, mais je pense que c'est oublier un des messages cruciaux pour moi de la parentalité positive, qui est d'abord prendre soin du parent. D'abord prendre soin de l'adulte, parce que c'est le parent, mais c'est aussi le professionnel qui est avec des enfants. Donc j'espère que j'ai répondu à la question de votre collègue, en tout cas. Mais qu'il n'hésite pas à me contacter si jamais ce n'est pas le cas. D'accord, merci. Donc voilà, merci beaucoup. Je vais donner le micro à notre directeur Luc Médard pour le mot de la fin. Merci.